Alors en France, on aimerait se croire à l'abri de cette épidémie, mais dans notre pays, les médicaments opioïdes sont déjà la première cause de mort par overdose. 3 décès par jour, 1 millier tous les ans. Juliette Boudre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue nous apporter votre témoignage ce soir. L'histoire, malheureusement, de votre fils s'est terminée le 29 décembre 2016. Joseph a succombé à une overdose de médicaments, un cocktail d'anxiolytiques et d'opiacés. Il avait 18 ans. Alors en fait, tout a commencé avec la prescription d'une benzodiazépine alors qu'il n'avait que 15 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi on lui a donné ce médicament? Il a fumé un joint qui a déclenché des attaques de panique. Et le médecin de son collège lui en a donné. Et le psychiatre qui l'a suivi par la suite également. C'était un adolescent, un enfant très angoissé? Non. Non, pas du tout. C'était un enfant très solaire, très gai, très... C'est le cannabis qui a provoqué cette angoisse? Je pense, oui, oui, absolument. Et comment s'est passée cette escalade avec ces médicaments, avec ces benzodiazépines? En fait, il est devenu dépendant assez rapidement. La prescription était assez longue. Je me souviens que la première devait être d'1 mois, puis 3 mois renouvelables parce qu'il dormait pas bien, il était angoissé, il faisait de la tachycardie, il avait plusieurs signes comme ça qui le dérangeaient. Et le psychiatre qui le suivait lui a donc represcrit à nouveau 3 mois. Et puis il s'en est procuré, il a continué, il s'en est procuré par d'autres moyens, avec des ordonnances falsifiées, avec les réseaux sociaux, avec les dealers, puisqu'on en trouve un peu partout maintenant d'une façon illégale. Mais le psychiatre qui lui a prescrit et renouvelé ce médicament l'a informé, vous a informé des risques éventuels justement d'escalade? Moi j'ai fait confiance, je dois dire que je ne connaissais pas les risques réels à l'époque. Je me suis rendu compte assez rapidement qu'il en prenait plus qu'il ne devait, puisque je gardais moi les plaquettes, qu'il arrivait à les trouver, qu'elles disparaissaient. Donc je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait un problème. Et son comportement changeait ou pas? Oui, le comportement est très différent, le regard surtout. C'est-à-dire le regard est plus le même, il est loin, très loin. Et puis, il y a une certaine nervosité, une façon de se mouvoir qui est différente aussi. Il était très changé. Donc, on a assez vite pris les choses en main, enfin, avec les moyens qu'on a pu trouver à l'époque, parce que c'était pas si simple. C'est-à-dire dans les cliniques? Oui, on a trouvé en Angleterre. Oui, on n'a pas trouvé grand-chose en France à l'époque, pour trouver une place déjà, et puis pour trouver quelque chose d'adapté à des adolescents. C'est vrai que souvent les cures sont tout âge confondu, toute addiction confondue, et que c'est pas simple. Il s'est retrouvé avec un vieux monsieur héroïnomane dans sa chambre et tout. C'était très compliqué. Et puis, ça a été l'escalade. Il en a, voilà. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu aussi l'Espagne. Oui. Et c'est en Espagne que, de manière absolument hallucinante, il a commencé à prendre des opiacés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais pas vous dire parce que je n'étais pas sur place. Souvent, dans ces centres, les drogues circulent, évidemment. Donc, il s'était devenu ami d'une jeune fille qui était une ancienne héroïnomane. Et je ne sais pas. En tout cas, il s'est retrouvé avec de l'oxycontin, effectivement. Oui. Et puis, il y a eu une erreur médicale au moment de sa sortie. Le médecin s'est trompé de patient, oui, qui lui a donné 2 doses d'oxycontin avant son départ. Donc, ça a rendu le départ encore plus compliqué et difficile. Et puis, il y a eu une grosse accalmie pendant 9 mois. Où il n'a plus rien pris? Non. Il était avec nous à Paris, il travaillait, il faisait beaucoup de sport. Sa vie était réglée comme du papier à la musique. Et puis... une soirée, il a repris... oui. Il a repris ce comme si cocktail... le coup dans la tête ne vous lâchait jamais, en fait. C'est tellement la puissant, mémoire, ces molécules-là. Oui, c'est étonnant. Et rentré dans la spirale de la morphine, et il s'est fait vendre dans une fête foraine par des dealers du fentanyl, pensant que c'était autre chose. Et avec le mélange des benzos, ça a été fatal. On va bien sûr continuer cette histoire. Valérie Simard, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue parce que ce n'est pas des témoignages faciles à faire. Vous avez commencé votre combat contre le cancer, c'était en 2011, avec des métastases progressivement qui sont intervenues, avec des traitements difficiles, lourds, chirurgie, chimiothérapie. Vous aviez des douleurs très fortes en 2013, notamment vous avez des occlusions intestinales, on sait c'est extrêmement douloureux. Et du coup, on vous a prescrit à ce moment-là un antidouleur très puissant. Qui vous a soulagé? Absolument, oui. On m'a prescrit du fentanyl et ça a immédiatement soulagé mes douleurs, effectivement. Oui. Je me sentais beaucoup mieux. Et ça a soulagé les douleurs physiques, psychiques? Au départ, c'était les douleurs physiques et puis petit à petit, ça a fini par soulager les douleurs psychiques parce que après 5 années de galère comme ça, souvent,
on a besoin d'un peu de réconfort et ça m'apportait le réconfort dont j'avais besoin. Et puis en plus, on imagine bien que dans les cas de douleurs cancéreuses, le problème, c'est pas tellement la dépendance, c'est d'être soulagé quand même. Tout à fait. Avant tout des douleurs. Hein. Absolument, oui. Mais on vous avait informé des risques ou pas? Non, jamais. Comme le disait Juliette tout à l'heure, on m'a jamais dit qu'il y avait un problème de dépendance. Il pouvait y avoir un problème de dépendance. À aucun moment. Et la dépendance s'est installée vite? Assez rapidement, je dirais. En une année, j'étais dépendante. Avec donc une augmentation progressive des comprimés. Comprimés. Ouais. Vous en preniez combien? Je suis passée de 4 comprimés par jour à une vingtaine. Une vingtaine de comprimés par jour. Qui vous prescrivait ça? Ma cancérologue et mon médecin traitant. Mais pour en prendre 20 par jour, il faut quand même une prescription importante. Oui, tout à fait. Ouais. Donc vous disiez que vous preniez 20 comprimés par jour? Je l'ai souvent dit, oui, mais c'était difficile. Je ne m'explique pas en fait le fait qu'on me fasse des prescriptions comme ça, mais en même temps, je ne vois pas comment... C'était de la bienveillance en fait, parce que je disais que je souffrais, donc effectivement j'avais des prescriptions. Et dans quel état vous êtes retrouvée avec ces 20 comprimés par jour? C'est bizarre, c'est un état un peu... on est un peu apathique, on vit pas... Enfin, c'est presque de la dépression finalement. On vit un petit peu à côté de la famille, on n'a pas tellement envie de se lever le matin. Enfin, voilà, c'est pas très agréable. On flotte un peu, je dirais. Et vous vous êtes rendu compte, vous, que la dépendance s'installait ou c'est vos proches qui vous l'ont dit? Non, c'est moi qui m'en suis rendu compte parce que prendre 20 comprimés par jour, je me suis rendu compte assez vite que ça n'allait pas. Je l'ai signalé, au fur et à mesure que j'augmentais, je l'ai signalé à ma cancérologue et elle m'a dit, on verra une fois que les traitements seront terminés, on verra pour diminuer. Mais le mal était fait en fait. Et on n'a jamais vu comment diminuer par la suite. Et vos proches, notamment votre mari, disaient quoi? Mon mari, il subissait... c'est difficile pour les proches de voir quelqu'un souffrir. Et puis, ça me permettait d'avoir une vie à peu près sans douleur. Donc, je pense qu'il devait se dire, on verra plus tard. Voilà. Mais vous aviez un tel manque que quand vous avez voulu passer au patch, parfois, vous mangiez votre patch. Ouais. Au lieu de le coller sur la peau, tellement vous avez besoin d'une réponse rapide. Oui, j'avais besoin d'une réponse rapide, ouais. Et le fentanyl la propose, cette réponse. Il y a un moment où vous avez eu peur? J'ai eu peur quand j'ai vu que la dépendance était installée et que je ne trouvais pas de moyen de m'en sortir. Parce que j'ai fait quand même une cure de désintoxication à l'hôpital. J'étais pendant une semaine sans rien à l'hôpital. Vous êtes sortie avec une prescription à nouveau de fentanyl? Oui, parce que ça n'avait pas marché. Et puis j'ai vraiment souffert pendant une semaine. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit que je m'en sortirais jamais. Ouais. Et donc, du coup, vous avez fait comment? J'ai fait de la biblio sur Internet. Je suis tombée sur les articles du professeur de Mathéis, qui est à Grenoble. Et je lui ai envoyé une longue lettre à un grand SOS. Il a répondu le lendemain, c'était un mail. Le lendemain, il me téléphonait pour me dire, venez, il y a des solutions. Oui, effectivement. Vous n'étiez pas toute seule, quoi, à subir ce genre de choses. Tout à fait. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul quand même. Parce qu'il y a une espèce de honte qui s'installe aussi dans la dépendance. Et moi, j'avais honte de ce que je faisais toute la journée à prendre ces médicaments. Alors que c'était pour vous soulager de douleur. Oui. Ça ne suffit pas. Oui, non, ça ne suffit pas. Et donc, du coup, on a mis en place un traitement de substitution? Oui, j'ai eu un traitement de substitution. Alors là, miraculeusement, en 10 jours, c'était quasiment réglé. J'avais plus besoin de prendre ces 20 comprimés. J'avais une prise de comprimés par jour. En fait, un substitut, ils vous l'expliqueront mieux que moi. Bien sûr, on va en parler. Ça bouche les récepteurs, donc ça fait l'effet de la morphine, mais sans ce besoin de prendre des comprimés tout le temps. Et donc rapidement efficace, ou d'un coup vous avez retrouvé rapidement, une énergie, tout. De l'énergie, avoir de nouveau des projets, reprendre pied dans la vie, ça a été un grand bonheur pour moi. Tu es fière quand même en plus. Oui, tout à fait, absolument. Nicolas Autier, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le service de pharmacologie du CHU de Clermont-Ferrand. Vous êtes directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques. On vient d'entendre ces témoignages avec des conséquences quand même dramatiques et rapides, de ces prises d'antidouleurs. Et pourtant, en France, il y a 12 millions de Français qui consomment ces médicaments. Il y a chaque année 12 millions de Français qui ont une ordonnance, au moins une ordonnance remboursée avec ces médicaments. Alors, 12 millions avec... Il faut quand même rappeler qu'il y a différents types de médicaments. Oui. Il y en a 1 million qui ont des médicaments qu'on appelle les opioïdes forts, qui sont les plus puissants, morphine, oxycodone, fentanyl, et 11 millions qui sont traités avec les autres, c'est-à-dire le tramadol, la codéine ensuite, et puis la poudre d'opium. Et ça a augmenté vraiment progressivement, ces prescriptions? Globalement, ça n'a pas augmenté en France. En revanche, les molécules ont changé. En France, en 2011, un médicament s'est arrêté, a été retiré du marché, d'ailleurs sur toute l'Europe. Il s'appelait le Diantalvic ou le dextropropoxyphène. Et il représentait 14% des Français. Qui n'avaient pas ce risque d'addiction?
qui avait un risque, mais beaucoup plus faible, en fait. On n'avait pas de problème avec ce médicament. Il a été retiré par l'Agence européenne. 14% des Français en avaient chaque année. Et il a fallu le remplacer par autre chose. Certains patients sont revenus au paracétamol, d'autres ont arrêté, mais une bonne partie d'entre eux ont pris d'autres médicaments opioïdes, en commençant par le tramadol, la codéine. Et effectivement, ces médicaments-là, tramadol, codéine et un peu poudre d'opium, ont des profils de risque, semble-t-il, différents. Avec plus de risques de développer des dépendances. Et il semblerait aussi plus de risques d'entraîner des overdoses. C'est en tout cas ce que nous donnent les chiffres actuels de surveillance de ces médicaments. Au départ, ces opioïdes, donc qu'on dit forts, étaient réservés aux douleurs d'origine cancéreuse. Oui, les opioïdes forts, c'est des médicaments très importants dans le domaine de la douleur. Il faut les faibles aussi d'ailleurs, mais ils ont un rôle important pour traiter certaines douleurs, mais pas toutes les douleurs. Et bien sûr, en priorité, les douleurs liées au cancer. Ils sont très efficaces et je pense qu'en France, on les prescrit même peut-être pas encore assez. D'accord. Donc il ne faut pas se freiner là-dessus dans le domaine du cancer. En revanche, dès que l'on sort du cancer, c'est-à-dire à peu près 91% des Français ont des opioïdes en dehors du cancer quand même, eh bien là on a plus de risques de problématiques de mauvais usage, voire de dépendance physique, voire d'addiction pour un plus petit nombre de patients. William Lowenstein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes addictologue, vous présidez SOS Addiction. Cette augmentation de l'addiction, d'abord, est-ce que c'est quelque chose de récent et c'est lié à la façon dont on traite aujourd'hui la douleur et dont on l'a traitée il y a 20 ou 30 ans en ayant très peur à l'époque des dépendances? Exactement, il y a un mouvement de balancier. D'une part, se souvenir qu'il y a encore une trentaine d'années, un cancérologue sur 3 avait ce qu'on appelait un carnet à souche. C'est-à-dire que pour prescrire un médicament efficace contre la douleur à un cancéreux, il devait faire la demande d'un carnet spécial sur lequel il inscrivait laborieusement la dose, le nom, la totalité quotidienne et hebdomadaire du médicament. Résultat, 2 personnes ayant un cancer sur 3 n'étaient pas traitées jusqu'au bout. Mais pas que par cette complication, mais aussi parce qu'ils étaient quand même très réticents, ils avaient très peur. Il y avait une forme de frilosité et il y avait quelque chose, de façon caricaturale, pardonnez-moi, qui était non, on ne va pas donner de cigarette aux condamnés, ils risquent vraiment, c'est dangereux la cigarette avant la peine de mort. Vous voyez, c'était à peu près aussi absurde que ça. Et puis... quand, sous le mandat de Bernard Kouchner, il y a eu un vrai effort pour que la douleur puisse être mieux évaluée déjà à l'hôpital. Les petites réglettes qui arrivaient et qu'on s'y intéresse. Les chirurgiens qui arrêtaient de dire non, je vous laisse souffrir après l'opération parce que j'ai besoin de savoir comment ça évolue. Sous la pression des patients aussi. Voilà, l'accès à différents traitements. Cela a paru logique et on a petit à petit rattrapé ce retard qui était vraiment international. Mais après, Nicolas le rappelait, par rapport à l'Antalvic, supprimé puis le dit Antalvic. Supprimé pourquoi? Il a été supprimé, dans mon souvenir, parce qu'il y avait beaucoup de mésusages, justement, chez un certain nombre d'usagers de drogue, et que les fortes doses de dextropropoxyphène contenues dans ces Antalvic et di-Antalvic pouvaient entraîner à la fois des comas hypoglycémiques, des hypoglycémies brutales, et aussi des pancréatites. Et les Français adoraient ce di-Antalvic et du jour au lendemain sont arrivés, et là c'est le premier piège, ce qui a été appelé par vous-même, Marina, les opioïdes légers ou les opiacés Parce qu'en médecine, j'ai appris ça, moi. Et ben voilà. Donc entre l'histoire du niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou niveau 1, bon, on n'en parle pas, c'est le Doliprane, c'est l'aspirine, etc. Et niveau 3, on n'en parle pas, c'est très dangereux, c'est des spécialités. Il y avait le niveau 2 qui s'est horriblement banalisé. Et quand il y a eu la disparition du dextropropoxyphène, sont arrivés justement ces médicaments, tramadol et autres, qui ont été qualifiés par les laboratoires, et c'est ce que montre le film. C'est-à-dire cette fausse pub criminelle, scandaleuse, cet appât du gars en disant il y a 1% de dépendance, 1% de dépendance avec ces opiacés faibles, ces opioïdes faibles, et il n'y a pas d'overdose. C'est un mensonge qui, comme vous l'avez rappelé également, a tué plus de personnes que le terrorisme depuis 2001. C'est-à-dire que
les Américains ont réussi à se faire, si j'ose dire, des Khmers rouges de la pharmacie en tuant leur propre peuple pour des intérêts financiers. Il faut qu'on comprenne bien, c'est des addictions rapides qui peuvent intervenir? Alors, selon les terrains, c'est plus ou moins rapide. Il est clair qu'il y a des molécules qui accrochent plus rapidement. Vous avez cité le fentanyl qui est... Oui, on cite les médicaments pour que les gens soient informés. La puissance de l'héroïne, vous voyez. Mais il y a le carfentanyl qui atteint des scores encore beaucoup plus élevés qu'on ne va pas citer ici pour être négativement attractif. Donc, en quelques semaines à quelques mois, quelqu'un peut, en effet, non seulement pour le soulagement de la douleur, mais aussi pour l'amélioration de son psychique. Madame qui est à côté de moi, elle doit faire face aux douleurs du cancer, du pronostic de ses métastases. C'est un quotidien qui était lourd. Et tout d'un coup, vous donnez une substance où le monde entier peut s'écrouler autour de vous et tout va bien. Donc vous comprenez que vous accrochez à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement de façon incroyable. Et le fils de madame qui a dû vivre des choses en termes de terreur anxieuse, oui. Quand il a reçu des médicaments d'abord anxiolytiques, puis opioïdes ou opiacés, c'est une ère de repos sur l'autoroute de l'angoisse. Tout d'un coup, ça se pose et le cerveau l'enregistre et dit « je veux encore ça » parce que, tout simplement, quelles que soient les conséquences, il était bien, au risque d'en mourir. Et c'est là où les médecins sont un peu coincés maintenant avec ces molécules-là, et j'arrêterai. Non, c'est pas ça. Quand vous dites que ça dépend du terrain, ça veut dire qu'il y a des personnes plus fragiles que d'autres, des gens qui ont déjà eu des addictions. C'est quoi le terrain plus fragile que d'autres? Non, je pense que, si vous voulez, on est tous inégaux devant ce processus addictif, mais je dirais même que soi-même, on est inégal avec nous selon les périodes de vie. Mais je reviens là-dessus parce que ce qui s'est passé aux États-Unis du point de vue médical, c'est justement cette image du toxico. Vous voyez, bien comprendre que n'importe qui peut être dépendant. Justement, et que c'est pas simplement le toxico dans le caniveau tel qu'on l'a voulu nous faire croire dans les années 70 qui est vulnérable. Tout le monde est vulnérable. Du coup, on ne devrait pas arrêter de parler d'opioïdes faibles, d'opioïdes forts. Ça a encore une raison d'être, ça? Non, je pense que ça n'a pas de raison d'être. Les paliers évoqués par William Lowenstein, paliers 1, 2, 3, c'est une classification de l'OMS des années 90, mais qui ne s'applique qu'à la douleur du cancer. Or, on l'a généralisé, ça s'est fait un peu naturellement, parce que c'était pratique, douleur légère, modérée, sévère, palier 1, 2, 3, ça facilite les choses. En dehors du cancer, ça ne s'applique pas. Et opioïdes faibles ou forts, ça ne veut rien dire, ce qui compte, c'est la posologie. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mois de ça, j'ai enseigné un cours sur les antalgiques opioïdes aux étudiants de 5e année. Et je leur ai présenté un cas clinique et je leur ai posé la question et je leur ai dit comment traitez-vous cette patiente qui allait être traitée par un opioïde. Et ils m'ont tous répondu en première intention par du tramadol. Et je leur ai dit c'est intéressant, c'était une douleur modérée, pourquoi pas, qui pouvait relever d'un opioïde. Et je leur ai dit mais pourquoi le tramadol? Sachant qu'on connaît les données sur le tramadol et qu'on sait que ce médicament-là est un opioïde, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais ce n'est pas qu'un opioïde, c'est un médicament qui fonctionne aussi comme un antidépresseur et qui a d'autres effets indésirables, et notamment qui provoque des crises d'épilepsie en surdosage. Et ils m'ont répondu tramadol parce que c'est ce qu'on voit prescrire à l'hôpital. D'accord. C'est ce que l'on constate. On a répondu ça parce que, et finalement, il n'y a pas en France de recommandations sur ces fameux médicaments que l'on qualifie de faibles, qui ne sont pas faibles, parce que si vous augmentez la dose, ils ont les mêmes effets indésirables que les soi-disant forts, eh bien, il n'y a pas de recommandation en France de bon usage de ces médicaments-là. Et donc, c'est l'expérientiel qui compte. Alors, on a 3 médicaments, l'opium, la codeine, le tramadol. Ils ne sont pas équivalents, tous les 3. Eh bien, le tramadol est plus prescrit en France, 6 millions de Français, presque, probablement parce qu'il a eu une promotion pharmaceutique plus récente aussi, ce que n'ont plus les autres. Et donc, les étudiants ont cette expérience de l'hôpital qui prescrit beaucoup de tramadol, notamment dans des situations post-trauma aux urgences, situations post-opératoires parfois. Mais là, il s'agit d'étudiants. Les médecins, parce que c'est beaucoup les médecins généralistes aussi qui prescrivent ces médicaments. Tous les médecins peuvent les prescrire, bien sûr. Est-ce qu'eux, ils sont formés? Les médecins généralistes, comme les autres médecins, sont formés avec une formation de base jusqu'en 3e cycle. Et puis ensuite, ils se forment selon leur bon vouloir
dans le cadre de formations validantes, ou bien alors ils se forment dans des formations qui peuvent être organisées aussi par des laboratoires, parce que les laboratoires font, on va dire, c'est plutôt de l'information que de la formation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ils se forment de cette manière-là. Mais on ne peut pas s'assurer d'une homogénéité, effectivement, du savoir, en tout cas la vérifier tout au long de la période d'exercice des médecins. Il y a très, très longtemps, il y a eu une prescription en France, que ce soit pour les benzodiazépines ou tranquillisants somnifères, que ce soit pour les antidépresseurs, ce qu'on peut appeler une prescription tic-tac. J'ai l'impression que ça n'avait pas de risque, que si le médecin ne le prescrivait pas, c'est le patient qui le demandait. Et deuxièmement, il y a un phénomène que tout le monde connaît bien, c'est le raccourcissement de la durée de séjour en milieu hospitalier. Les chirurgiens en ambulatoire, ça change la chose. Une douleur intense, il était gardé jusqu'à ce que ça aille mieux, et assez souvent qu'on enlève les médicaments les plus complexes à manier. Il sortait souvent avec du Doliprane au bout de 10 jours. Et finalement, il sortait avec du Doliprane. Là, un certain nombre de patients, pour ne pas dire un toujours plus grand nombre de patients, pour respecter cette pression de l'hôpital et de la durée moyenne de séjour, qui ne doit pas dépasser 4 ou 5 jours, etc., vont sortir en effet avec une ordonnance qui va contenir, alors on va dire, ou tramadol, ou éventuellement un opiacé plus classique, et le médecin généraliste va recevoir... Et renouveler l'ordonnance. Et va renouveler l'ordonnance. Et parfois va la renouveler pour 14 jours. C'est déjà énorme, 14 jours. Et parfois pour 28 jours. Et là s'installe quelque chose d'assez particulier, parce que le médecin va être écartelé entre une formation extraordinairement classique qui se résume à primum non nocere, avant tout ne pas nuire, et puis non-assistance, vous le disiez très bien tout à l'heure, madame, non-assistance à patients souffrant en danger. Et si des jeunes médecins, notamment, se retrouvent sous une pression de la souffrance du patient et de l'ordonnance hospitalière, qui reste un peu quand même comme une cathédrale, voyez, au-dessus de la prescription, je crains que s'il n'y ait pas de formation et d'amélioration de formation, ils vont être perdus. Parce qu'on le voit bien dans le reportage américain, beaucoup de médecins ont sûrement été manipulés. Il y a eu un marketing, encore une fois, criminel aux États-Unis. Ça, les tribunaux s'en sont... Mais les médecins, s'ils sont en insuffisance de formation, s'ils reçoivent une information mensongère des laboratoires, s'ils n'ont pas de contact avec leurs pairs, ce qui arrive aussi en France, voilà, j'ai plus tendance à dire qu'évidemment, parfois, il y a une part de responsabilité. Mais ils sont aussi victimes d'un système défaillant du point de vue sanitaire, parce que la santé publique ne pèse pas grand-chose contre un certain nombre de lobbies, que ce soit celui du lobby pharmaceutique, que ce soit celui de l'alcool et du vin, particulièrement en France, ou que ce soit le lobby des armes. Justement, concernant les prescriptions par le médecin généraliste, est-ce que vous aviez l'impression... Peut-être qu'il était un peu gêné de vous renouveler à chaque fois cette prescription sans oser vraiment vous en parler, ou est-ce que c'était évident? Non. Effectivement, moi, je suis sortie avec ma première prescription. C'est mon oncologue qui me l'a faite. Et lui, il a fait que reprendre les prescriptions qui étaient faites par mon oncologue. Mais lui aussi, il était gêné par cette façon de faire. Et il a commencé à me dire, on va peut-être avoir des problèmes avec la sécurité sociale. Enfin, voilà. Et c'était gênant, ça commençait à être gênant. Surtout que moi, je le disais, ça va pas, il faut faire quelque chose, quoi. J'en prends trop et il faut qu'on trouve une solution. Mais la solution, il l'avait pas, en fait. C'est quoi les signes qui doivent alerter qu'une dépendance s'installe dans ce domaine? Les principaux signes sont généralement ceux de la dimension physique de la dépendance, c'est-à-dire le syndrome de sevrage. C'est-à-dire des signes qui vont apparaître en fin de dose, avant la prochaine prise. Et c'est généralement des signes qui se traduisent par des frissons, de la transpiration, une sorte de grippe qui va aller en augmentant rapidement, une sorte de grosse grippe avec de l'angoisse, une irritabilité. Et ça, généralement, ça apparaît, par exemple, en fin de journée, avant de prendre son médicament du soir. Ah, d'accord. Par exemple. Ou alors le matin, au réveil. Ouais. D'ailleurs, on le sent, parce que quand on prend son traitement, ça va mieux. Mais ça ne va pas mieux pour la douleur pour laquelle on l'avait eu, ça va mieux globalement. Parce que le manque d'opioïdes génère de la douleur. D'accord. Des douleurs généralisées. Donc, vous comprenez le système, le piège qui se referme ensuite, où finalement, effectivement, vous dites que vous en avez besoin parce que vous avez mal, mais vous n'avez plus mal pour votre douleur de départ, mais pour la douleur du manque que vous vivez tous les jours, tous les matins ou tous les soirs. Ça, c'est les premiers signes. Et puis ensuite, on a aussi l'augmentation des posologies, donc généralement, c'est ce qu'on appelle la tolérance. On est obligé d'en prendre un peu plus, pour pouvoir soulager cette douleur de départ.
Et puis, pour un certain nombre de patients, un peu moins nombreux, heureusement, on a certains qui vont développer ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire ces envies irrépressibles de consommer qu'on retrouve dans toutes les autres addictions, que ce soit au tabac, à l'alcool ou autre drogue. C'est l'envie de prendre ce médicament sans aucune raison, juste parce qu'on en a envie. Et si on résiste à cette envie, ça génère des angoisses extrêmement importantes. Et donc, c'est ce qui entraîne aussi la déconsommation très importante, sans aucun sens. Et c'est comme ça que des patients peuvent aussi être amenés à prendre 15, 20, 30, 60, 80 comprimés par jour et rentrer dans des spirales assez infernales. Vous arriviez à parler de cette dépendance que vous sentiez s'installer avec votre fils ou pas? On en parlait beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de séjours en cure, que c'était quand même un sujet de conversation qui était... Il reconnaissait sa dépendance? Oui. Ou... Il y a toujours une grosse part de déni qui était quand même bien ancrée. Et puis, parfois, il était bien obligé d'être... quand on l'attrapait, entre guillemets, ou quand on arrivait à un stade où c'était encore plus grave et qu'il fallait recommencer une cure, il ne pouvait plus être dans le déni. Donc, on en parlait. Il était... je pense qu'il était coincé. Je pense que c'est très, très difficile. D'autant plus quand on a 18 ans et qu'on n'a pas cette... Il faut une telle force de caractère pour se sortir de ces addictions. Mis à part l'aspect physique, le pouls dans la tête, encore une fois, pour s'en débarrasser quand on n'a que 18 ans, c'est très difficile, je pense. Donc, il y avait beaucoup de souffrance, j'imagine, beaucoup de solitude. Je pense souvent à ça au moment où il était tout seul et il a dû certainement lutter parce qu'il avait envie, probablement, de bien faire, mais ça le rattrapait, et souvent, oui. Ce sevrage que vous avez fait, vous avez dit que ça a marché très vite, mais vous aviez une vraie volonté de vous en sortir. C'est une difficulté équivalente à celle de se sevrer de l'héroïne, ou c'est quelque chose... Oui. Bien sûr. Bien sûr. Avec ce qui a été très bien rappelé par Madame et Nicolas, c'est-à-dire vraiment l'impression d'être dans un piège, à la fois physique, bien sûr, mais aussi psychique, un mal-être où il y a une petite lumière qui sans arrêt clignote et dit si tu reprends, tu vas être mieux. Tu vas retrouver un fonctionnement. Donc, c'est l'intensité qui était jugée comme moyenne, fut un temps, les héroïnomans, c'était du cinéma, etc., ne tue pas, comme le sevrage de l'alcool ou le sevrage des benzodiazépines, des médicaments qui peuvent donner des états de mal convulsifs, mais d'une pénibilité extrême. Nicolas a évoqué la grippe, je dirais, on va dire, la grippe x10, c'est une grippe sévère, vous voyez, et une grippe que vous pouvez lever en prenant un comprimé ou deux comprimés ou en mâchant un patch. Et une fois ce sevrage effectué, est-ce que c'est la même chose que l'héroïne? C'est-à-dire qu'on reste très fragile à la moindre reprise? Exactement. Il y a une forme d'hypersensibilité. On pourrait comparer ça à quelque chose d'allergique. Donc, attention pour ceux qui se sont débarrassés, par exemple, des opiacés. À la visite chez le dentiste, qui parfois peut donner un peu de Doliprane avec un peu de codéine. Il faut savoir ça fragile. peut suffire, voyez, à relancer. De même que des gens qui se sont débarrassés de la cocaïne, si on leur donne parfois des neurostimulants, même des antidépresseurs stimulants, vous voyez, peuvent relancer aussi cette sensibilité addictive qu'ils ont eue pendant des années. Alors, quand on parle de sevrage, pour l'héroïne, vous le savez, on a vraiment progressé avec les médicaments de substitution, et je pense que une grande part des dépendances induites par ces opioïdes va être traitée de la même façon. C'est-à-dire qu'on va substituer, en expliquant aux personnes comment maintenant elles vont échapper à cette boulimie de consommation d'opioïdes, elles vont se stabiliser, éventuellement elles pourront diminuer sans urgence, progressivement, et si elles n'arrivent pas à diminuer, ça ne sera pas un drame. La plupart des opioïdes, quand ils sont pris à petite dose, sont plutôt neuroprotecteurs, c'est-à-dire plutôt tranquilles pour notre cerveau. C'est ce paradoxe qui est terrible. À des fortes doses, c'est terrifiant. À des moyennes doses ou des faibles doses, c'est plutôt bon pour le fonctionnement cérébral. Ça fait 3 ans que vous êtes sous traitement de substitution. Oui. Vous avez diminué? Oui, je diminue, oui. Pour l'instant, vous êtes bien avec ce traitement-là? Je diminue, on diminue de temps en temps, mais il m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence à arrêter. Et du coup, je lui fais confiance et il n'y a pas d'urgence. On a vu effectivement ce documentaire sur les États-Unis. Est-ce que ça peut
arriver comme ça en France, où on a quand même des mesures de protection, ou une vraie prise de conscience qui nous protège un peu? Je crois que oui, potentiellement, il peut arriver ce phénomène-là en France, comme dans n'importe quel pays, mais probablement pas avec une telle ampleur. Parce qu'on a quand même des dispositifs en France, d'une part de surveillance du médicament qui sont, je pense, plus efficaces, ou en tout cas plus réactifs. En France, on surveille ces molécules dont on vient de parler, on les surveille annuellement par les systèmes de pharmacovigilance et d'addictovigilance au sein de l'Agence du médicament. Donc, il y a des rapports qui sont faits tous les ans pour surveiller ça et des mesures qui sont prises régulièrement. En France, on a aussi un système de prise en charge des addictions qui n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis, où effectivement, on va dire, tout le monde peut se soigner d'une addiction, même s'il n'a pas du tout d'argent, même s'il n'a pas de couverture sociale. Ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, ça nous protège évidemment. Et puis, en France, eh bien, on a, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas pour nous, c'est une chance d'observer cette crise outre-Atlantique. Qui dure depuis plusieurs années, qui va durer encore pendant de très nombreuses années, qui va impacter plusieurs générations d'Américains. On l'observe, on l'a décrit, on fait des analyses en France sur ces données, et je pense qu'en France, on est en capacité actuellement de la prévenir. Et il est urgent de la prévenir. Nous ne sommes pas en crise sanitaire, mais il est urgent de la prévenir, donc il faut préparer différentes mesures, des mesures réglementaires, qui peuvent être prises par l'Agence du médicament sur les conditions de prescription et de délivrance de ces médicaments, fractionnement, diminution des tailles de boîtes, etc. Des mesures incitatives à la formation des médecins, notamment à la sortie des études, vous l'avez dit. Des mesures d'information des patients. Je pense qu'il faut que le patient soit plus acteur et plus en compétence. C'est bon pour tous les médicaments, et particulièrement ceux qui sont dangereux, pour lesquels ça peut déraper. Et ensuite, il y a l'analoxone qu'il va falloir vraiment rendre disponible en France. Alors c'est l'antidote oui. Que l'on va pouvoir donner maintenant en pharmacie de ville, Oui. donc que les patients qui prennent ces médicaments puissent en disposer. En fait, cet antidote serait disponible, prescrit aux patients. Il serait disponible, on va dire, dans l'environnement, dans l'entourage, dans l'environnement familial. Et si jamais quelqu'un était amené à faire une overdose accidentelle, la plupart du temps, eh bien, quelqu'un de l'entourage pourrait administrer l'analoxone, ce qui diminue la mortalité et en attendant l'arrivée des secours. Et tout ça réuni doit permettre de conserver un accès suffisamment large à ces médicaments qui sont capitaux, il faut le dire, il ne faut pas inquiéter les gens en disant... Il ne faut pas revenir à la crainte qu'on avait de traiter les douleurs. Non, il ne faut pas revenir à la crainte de l'usage des opioïdes. Il faut simplement avoir une juste prescription de ces médicaments, une bonne information pour les patients, une fois qu'ils l'ont entre leurs mains, savoir comment s'en servir, surtout lorsque les médicaments restent dans les armoires à pharmacie ensuite. C'est-à-dire, c'est mon traitement, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Je n'augmente pas les posologies si mon médecin ne me l'a pas dit, etc., etc. Et il faut s'assurer que ces médicaments restent le plus largement accessibles, parce que dans le domaine de la douleur, c'est quand même la douleur chronique. C'est 27 à 32% des Français sur une vie entière qui peuvent la vivre. Donc, lorsqu'on enlève les opioïdes, il nous reste plus grand-chose. Il nous reste bien sûr des stratégies non médicamenteuses qui ne sont pas assez utilisées en France dans les douleurs chroniques. Je pense notamment aux neurostimulations, qui peut-être font un peu peur, hein, mais qui sont des techniques maintenant très bien rodées, avec très peu d'effets indésirables, et que les neurochirurgiens pratiquent maintenant quotidiennement, et qui pourraient être positionnés un peu plus en avance, avant de mettre en place les antalgiques-opioïdes. Ce qu'il faut se dire pour terminer, c'est que les antalgiques-opioïdes, en dehors du cancer, c'est des médicaments de dernière intention dans la douleur chronique, de dernière intention. Et en douleur aiguë, ils doivent durer que quelques jours, quelques semaines, ils doivent s'arrêter très rapidement. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs dites neurologiques, parfois plus mal étiquetées, qui pourraient quand même bénéficier, avant les opioïdes, de la neurostimulation. Il n'y a pas énormément de centres qui sont connus en France encore pour pouvoir éviter finalement cette entrée dans le traitement par les opioïdes. Et après, grand sujet, celui du cannabis thérapeutique. On voit aux États-Unis que là où le cannabis thérapeutique a été, il y a déjà quelque temps, autorisé, il y a moins de consommation d'opioïdes. Il y a donc et moins notamment de sur les douleurs décès cancéreuses, sur les douleurs sclérose en plaques, sur différentes douleurs. Hein. Exactement. Et là, j'avais rencontré une ancienne ministre hier, dont un de ses assistants qui avait, tu disais, un problème de dos énorme, qui est allé travailler aux États-Unis. Quand je l'ai connu, cet assistant, en France, je voyais qu'il avait un poids qu'on va qualifier d'opiacé. Il était ralenti, il n'était pas bien, il était parfois transpirant, etc. Arrivé aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais monsieur, comment se fait-il qu'on ne vous ait pas prescrit du cannabis thérapeutique? On l'a débarrassé des opiacés,
et il a droit à un traitement stabilisé. C'est pas du cannabis pour se défoncer. Il y a encore des médecins et des pharmacologues en France qui disent que c'est dangereux de vouloir installer le cannabis thérapeutique. Alors j'espère qu'ils n'auront jamais mal au dos. Bien sûr, mais non, vous êtes d'accord avec moi, il y a encore des médecins qui freinent. Rappelons que dans 21 pays sur 28 en Europe, le cannabis thérapeutique est autorisé. 22 maintenant avec la Belgique. Pardon pour la Belgique qui vient d'arriver. Alors, est-ce qu'on enlève l'Angleterre ou pas? Oui, on garde l'Angleterre. Mais en tout cas, voilà, on a envie d'être le dernier village. Il y a quelque chose, à la fois on est ces mangeurs de potions magiques, avec ces antidépresseurs, ces benzodiazépines, ces somnifères, et de l'autre côté, on serait le petit pays qui résiste, soi-disant, à l'envahisseur du soulagement, quoi. Non, parfois... Alors, j'ai confiance en la France parce que ça avance, la réflexion avance. Elle a du retard et une fois qu'elle part, je vois pour les médicaments de substitution, elle peut être un exemple mondial. La majorité des patients opiodépendants à l'heure actuelle sont très correctement traités dans notre pays, mais combien de décennies on a mis en retard parce que quelques esprits pensaient que moralement, il ne fallait pas. Eh bien, il y en a marre de cette morale qui est devenue immorale pour les patients. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Alors, donc, Juliette Boud, vous racontez donc l'histoire de la vie de votre famille et de celle de Joseph, parce que vos autres enfants sont aussi beaucoup intervenus pour leur frère. Maman ne me laisse pas m'endormir, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui est très, très fort. Et puis, William Lovenstein, vos ouvrages Tous addicts et après, coécrit avec Laurent Carilla, c'est chez Flammarion. Et puis, chez Odile Jacob, un ouvrage collectif Toxique, le combat des 5 médecins de la drogue. Voilà, sachez que ce documentaire États-Unis, mort sur ordonnance et notre débat seront disponibles en replay sur le site France TV. Passez une excellente semaine. Bonsoir.